Bonjour à tous, nous sommes au congrès EuroPCR 2023. J'ai le plaisir d'interviewer Nicole Karam qui sort d'une très belle session sur les nouveautés en matière de device pour la mitrale, toutes les nouveautés percutanées. Alors première question Nicole, en 2023 finalement où en est-on sur le traitement des insuffisances mitrales percutanées? Je sais qu'il existe des réparations bord à bord, des remplacements valvulaires complets. Tu peux nous en dire plus à ce sujet-là? Oui, effectivement, aujourd'hui en 2023, on a plusieurs options. On a l'impression d'avoir beaucoup d'options. Ouais. Je pense que pour les valves natives, quand même, on reste le grand gagnant reste la réparation bord à bord. Si on veut voir la stratégie qui a le plus de suivi, le plus de patients, le plus de preuves et de randomisés, je pense qu'on est obligé de dire que ça reste la réparation bord à bord. Après, il y a effectivement des bonnes nouvelles qui arrivent. Peut-être, c'est le remplacement qu'il soit, mais je pense que remplacement c'est un gros mot, oui. Il faut le diviser en ce que c'est, ça veut dire on a le transapical et le transseptal, le raisonnement n'est pas le même. C'est ça, et on en attend beaucoup de ce remplacement complet. Intuitivement on a le sentiment que c'est plus efficace de remplacer une valve complètement plutôt que de la réparer, mais où en sont les preuves actuellement? Je pense que clairement quand on se dit on va remplacer, on se dit allez on va partir sur de zéro fuite à la fin, zéro fuite résiduelle, on va partir sur une procédure qui potentiellement serait plus rapide. En pratique, si on voit ce qui a été présenté à la session, il y avait notamment l'étude, le propensity match de Choice et de Coapt, où ils ont comparé le remplacement, mais 92% était transapical, à la réparation. Ça, c'était au traitement médical. Dans l'IM secondaire, on est d'accord? Dans l'IM secondaire. Et donc, bien sûr, ils ont pris le bras traitement médical de l'IM secondaire. D'accord. Et en fait, là, ce qu'ils ont démontré, c'est qu'en fait, ils n'arrivaient pas à réduire la mortalité. On sait bien que dans Coapt, le clip, le traitement percutané, a réduit la mortalité. Ce n'est pas le cas avec le remplacement transapical. Donc ça, c'était un peu décevant. Il y avait quand même une amélioration du taux d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, avec une petite question qui est de se dire, est-ce que ce n'était pas simplement une période de Covid au moment du suivi et que les gens ne sont pas venus à l'hôpital? Mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même une réduction de mortalité, d'hospitalisation, pour mais pas de mortalité. Donc on peut imaginer qu'un ventricule gauche déjà très fatigué, la voie transapicale, ce ne serait pas la bonne solution. Absolument, c'est assez intuitif. On prend un ventricule gauche qui déjà est fatigué, déjà est dilaté, il a du mal à fonctionner et on lui met un device transapical. Ce n'est pas des petits devices qu'on met. Donc je pense que le transapical est un peu ce qui traîne, et je pense que ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est vraiment il faut s'éloigner du transapical. Maintenant, si on va sur le transseptal, dans la session, il y a eu effectivement 2 présentations de devices essentiellement la présentation de iLife. C'est très tôt, on est au début de l'expérience, mais on voit quand même 13% de mortalité, un peu à surveiller encore. Je pense qu'on n'est pas non plus au stade de se dire c'est la sécurité maximale. Mais bon, le device est là, il a ses bons résultats, c'est plutôt très encourageant. Je pense que si le remplacement doit prendre sa place dans l'avenir, il faut vraiment que le transseptal se développe. Oui, c'est ça. Donc il y a beaucoup de compagnies qui développent chacun son device, donc on espère avoir d'autres données encourageante dans les prochaines années. Mais ça c'est sûr, y compris les compagnies qui avaient travaillé initialement sur le transapical. Aujourd'hui, toutes les compagnies... Tout le monde switch vers le transseptal. Voilà. Donc on a compris que c'était ça l'enjeu. Bien sûr, on n'est que sur les valves natives pour le moment. Bien sûr. Et alors, par contre, on a déjà une petite expérience du remplacement valvulaire percutané, mais cette fois-ci en valve-in-valve, valve-in-ring ou valve-in-mac. 3 grandes indications. Quelles sont les preuves actuellement de ce TMVI? Alors là, on ouvre un tout autre chapitre. Alors à part le MAC qui reste une valve native, mais enfin avec énormément de calcification. Et là, on part sur des devices qui ne sont pas dédiés. En fait, là, on a eu le suivi de l'étude mitrale, du registre mitral, qui avait inclus des patients, mais en fait traités par des Edwards. Alors on voit clairement se distinguer 2 groupes. On a les valve-in-valve qui, elles, ont des bons résultats, y compris à 5 ans, une mortalité différente des autres groupes. Et on voit le valve-in-mac et le valve-in-ring. On est un petit peu étonné par les valve-in-ring. On s'attendait à ce que quand même ça soit bien meilleur que le valve-in-mac. En pratique, ce n'est pas le cas. Probablement parce qu'on a traité des anneaux rigides peut-être là-dedans. Peut-être c'est la sélection. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie différence entre valve-in-mac, valve-in-ring et valve-in-valve. C'est une donnée importante. C'est une donnée importante et c'est des patients qu'on peut traiter avec les valves disponibles sur le marché, parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les valves dont on parle en remplacement, elles sont dans le cadre d'études, alors que les Edwards sont déjà là. Actuellement des valves dédiées. Super. Merci beaucoup Nicole pour ce tour d'horizon de la mitrale percutanée. On a
hâte de connaître la suite. Merci. Merci.